13 novembre 1943. Mer des Philippines, 3h47. Le matelot mécanicien d'aviation de deuxième classe James Sweat regarde un autre F-6F L4 faire un soleil en quittant le pont du porte-avions pour disparaître dans les eaux noires du Pacifique. C'est la troisième perte de pilote cette semaine, pas à cause des zéros japonais, pas à cause des tirs anti-aériens, à cause de leur propre réservoir de carburant qui explose lors des appontages de nuit. Les statistiques sont catastrophiques. Depuis octobre, la Task Force 38 a perdu 47 pilotes de L4 à cause d'explosions de vapeur de carburant lors des récupérations sur porte-avions. Les réservoirs de carburant auto-obturants, conçus pour sauver les pilotes des tirs ennemis, les tuent à la place. Chaque appontage brutal, chaque arrêt par la brin d'arrêt envoie une onde de choc à travers le système de carburant. La vapeur s'enflamme. Le cockpit devient un enfer avant même que le pilote n'ait pu défaire son harnais. L'amiral Mark Meacher a interdit toutes les opérations de nuit. Sans capacité de chasse de nuit, le groupe aéronaval est aveugle après le coucher du soleil. Les bombardiers torpilleurs japonais exploitent cette vulnérabilité. La semaine dernière, l'USS Independence a reçu 2 torpilles lors d'une attaque de minuit. 73 marins sont morts. Le navire a regagné Pearl Harbor de justesse. Le bureau de l'aéronautique de la marine travaille sur le problème depuis 8 mois. Leur solution, renforcer les supports de réservoir, ajouter des ressorts amortisseurs, modifier la soupape de pression du bouchon de remplissage, ça ne marche pas. Les pilotes continuent de mourir, les réservoirs continuent d'exploser. Ce que les amiraux ne savent pas, ce que personne ne sait, c'est qu'un mécanicien de 24 ans, originaire de Terre Haute, dans l'Indiana, mène des expériences non autorisées dans la baie du hangar numéro 3. James Sweat n'a jamais terminé le lycée. Il n'a pas de diplôme d'ingénieur, pas de formation officielle en conception de systèmes de carburant. Il n'est pas censé penser à des solutions. Il est censé suivre les ordres, tourner des clés, ne pas faire de vagues. Mais Sweat a observé les enquêtes sur les accidents. Il a étudié les motifs de brûlure. Et il a remarqué quelque chose que les ingénieurs ont manqué. Quelque chose de si évident, de si simple, que lorsqu'il l'expliquera enfin à l'état-major, ils l'accuseront de sabotage. Ils le menaceront de la cour martiale. Ils lui diront que son idée enfreint 3 règlements distincts de la marine et pourrait lui valoir 20 ans à Leavenworth. Dans 3 heures, Sweat va voler un L4 sur le pont d'envol. Il va effectuer une mission d'essai non autorisée en pleine zone de combat et il va prouver que tout ce que la marine sait sur la sécurité des réservoirs de carburant est faux. Le F-6F L4 entra en service en janvier 1943 avec une promesse révolutionnaire. Il serait le premier chasseur embarqué capable de survivre à des dommages de combat et de ramener ses pilotes vivants à la maison. Le secret résidait dans le réservoir de carburant auto-obturant. Quand une balle perçait le réservoir, un revêtement en caoutchouc spécial obturait automatiquement le trou. Le zéro japonais n'avait pas une telle protection. Une seule rafale des canons d'un L4 transformait un zéro en boule de feu. Les pilotes américains s'éloignaient de dommages qui tuaient leurs ennemis. À l'été 1943, le L4 dominait les combats du Pacifique. Les ratios de victoires atteignirent 19 contre 1. Les pilotes adoraient cet appareil. Il était rapide, lourdement armé et presque indestructible dans les combats tournoyants. La marine en commanda 5000 de plus. Puis les opérations de nuit commencèrent. Les appontages sur porte-avions ont toujours été dangereux. Les pilotes appellent cela un crash contrôlé, écraser un appareil de 9 tonnes sur un pont qui tangue à 165 km/h en espérant que le brin d'arrêt attrape la crosse d'appontage. Pendant les opérations de jour, les pilotes peuvent voir l'officier d'appontage, juger leur angle d'approche, s'adapter au mouvement du porte-avions. La nuit, ils appontent à l'aveugle, guidés seulement par quelques lumières tamisées et des appels radio. La première explosion de réservoir de carburant eut lieu le 3 octobre 1943. Le lieutenant Robert Anderson effectua un appontage de nuit parfait sur l'USS Lexington. Sa crosse d'appontage attrapa le 3e brin. La décélération soudaine envoya une onde de pression à travers ses réservoirs. La vapeur s'enflamma. Anderson mourut avant que l'équipe de sécurité incendie ne puisse l'atteindre. La marine accusa une erreur de pilotage. Anderson avait dû arriver trop vite, frapper trop fort.
Ils ordonnèrent aux pilotes d'effectuer des approches plus douces. 14 octobre 1943. L'enseigne Charles Murphy meurt dans une explosion identique sur l'USS Bunker Hill. L'approche de Murphy était parfaite. Sa vitesse d'appontage était exactement conforme au manuel. 22 octobre. Lieutenant James Fleming, USS Enterprise. Même explosion, même résultat. 29 octobre. 2 pilotes en une seule nuit. USS Essex et USS Yorktown. Le bureau de l'aéronautique convoque une enquête d'urgence. Leurs ingénieurs identifièrent le problème. La décélération du brin d'arrêt crée un effet de coup de bélier hydraulique à l'intérieur des réservoirs. Le carburant liquide est projeté vers l'avant, puis rebondit vers l'arrière. Cela crée une surpression qui rompt le revêtement en caoutchouc auto-obturant. Les vapeurs de carburant s'échappent dans l'espace d'air du réservoir. Toute étincelle due à l'électricité statique, au contact métal sur métal ou au système électrique les enflamme. La solution du bureau semble logique. Renforcer tout, ajouter des supports de fixation plus solides pour empêcher les réservoirs de bouger, installer des ressorts amortisseurs pour absorber le choc, modifier les soupapes de surpression pour évacuer les vapeurs plus rapidement. Ils adaptent 200 appareils avec le nouveau système. 6 novembre 1943. Le premier appareil avec les nouvelles modifications explose lors de l'appontage. Le lieutenant Richard Best meurt instantanément. Les amiraux sont désespérés. L'amiral Meacher interdit toutes les opérations de chasse de nuit pour une durée indéterminée. Sans couverture aérienne de nuit, les groupes aéronavals sont vulnérables. Les sous-marins japonais ont déjà coulé 2 destroyers. Les bombardiers torpilleurs attaquent en toute impunité après la tombée de la nuit. Les rapports des services de renseignement indiquent que les Japonais rassemblent leur flotte de sous-marins pour un assaut de nuit coordonné contre les groupes aéronavals. Les meilleurs ingénieurs en système de carburant de la marine, des hommes diplômés du MIT et de Caltech, sont perplexes. Ils ont tout essayé. Des réservoirs plus solides, une meilleure ventilation, l'absorption des chocs. Rien ne fonctionne. Le consensus est clair. Les réservoirs de carburant auto-obturants et les opérations de nuit sur porte-avions sont fondamentalement incompatibles. La marine va devoir choisir l'un ou l'autre. Dans la baie du hangar numéro 3 de l'USS Essex, le matelot mécanicien d'aviation de 2e classe James Sweat n'est pas convaincu. Il a observé les enquêtes, il a étudié les épaves et il pense que tout le monde cherche au mauvais endroit. James Sweat a grandi en réparant des tracteurs dans la ferme familiale de l'Indiana pendant la Grande Dépression. Il n'a jamais terminé le lycée, a dû abandonner à 16 ans quand son père est mort, le laissant pour subvenir aux besoins de sa mère et de ses 3 jeunes sœurs. Il a travaillé dans un atelier de réparation automobile à terre haute et est devenu connu localement comme le gamin qui pouvait réparer n'importe quoi. Quand Pearl Harbor fut bombardé, Sweat s'engagea le lendemain. La marine ne voulait pas de lui comme pilote. Pas de diplôme de fin d'études secondaires signifiait pas de formation d'officier. Ils firent de lui un mécanicien à la place. Sweat ne se plaignit pas. Il adorait travailler sur les avions. Le F-6F-L4 était la machine la plus complexe qu'il ait jamais touchée. 9 cylindres, 2000 chevaux, hydraulique, systèmes électriques, armement. Il étudia tous les manuels qu'il put trouver. Il se porta volontaire pour chaque stage de formation. En 6 mois, il pouvait démonter et remonter un moteur de L4 les yeux fermés. Mais Sweat n'était pas qu'un simple tourneur de clés. Il observait comment les choses échouaient. Quand d'autres mécaniciens voyaient une pièce cassée, Sweat voyait un schéma. Quand des ingénieurs proposaient des solutions, Sweat les testait mentalement par rapport à ce qu'il avait observé sur le terrain. La nuit du 12 novembre 1943, Sweat est assigné à la garde pour enquête sur accident. Le lieutenant William Edwards vient de mourir dans une autre explosion de réservoir. Sweat examine l'épave dans la baie du hangar. Les réservoirs sont rompus exactement comme tous les autres. Les supports de fixation, renforcés avec les nouvelles modifications de la marine, sont intacts. Les ressorts amortisseurs sont endommagés. Les soupapes de surpression ont fonctionné parfaitement. Sweat regarde les réservoirs calcinés pendant 3 heures. Puis il remarque quelque chose. L'explosion a pris naissance au sommet du réservoir, pas au fond. Les motifs de brûlure montrent que le feu s'est propagé vers le bas, mais le carburant est plus lourd que l'air. Il s'accumule au fond du réservoir.
Si l'effet de coup de bélier projetait le carburant vers l'avant et créait de la vapeur, l'explosion devrait commencer au fond, là où le carburant et l'air se mélangent, à moins que le problème ne soit pas du tout le carburant. Sweat attrape une lampe torche et rampe à l'intérieur de l'épave. Il examine l'intérieur du réservoir. Le revêtement en caoutchouc auto-obturant est intact au fond, mais au sommet, près du bouchon de remplissage, le caoutchouc est déchiqueté. Pas brûlé, déchiqueté, déchiré par une force mécanique avant que l'incendie ne commence. Sweat réalise ce qui se passe. Les ingénieurs résolvent le mauvais problème. Le coup de bélier hydraulique ne crée pas de vapeur dangereuse en projetant le carburant liquide. Il crée un vide. Quand l'avion décélère violemment, le carburant est projeté vers l'avant, laissant un espace vide à l'arrière du réservoir. La nature a horreur du vide. L'air s'engouffre par le bouchon de remplissage pour combler le vide. Mais le revêtement en caoutchouc auto-obturant, conçu pour être flexible, est aspiré vers l'intérieur par le vide. Il se déchire, et quand il se déchire, il crée de l'électricité statique. Cette étincelle enflamme les vapeurs de carburant toujours présentes dans tout réservoir partiellement rempli. La solution de la marine, renforcer les réservoirs, aggrave le problème. Des réservoirs plus solides signifient des effets de vide plus violents. De meilleures soupapes de surpression évacuent les vapeurs plus rapidement, créant des vides plus forts. Sweat sait comment résoudre le problème, mais personne n'écoutera un mécanicien sans diplôme de fin d'études secondaires. 13 novembre 1943, baie du hangar numéro 3. Sweat n'arrive pas à dormir. Il revoit sans cesse le lieutenant Edwards brûlant vif dans son cockpit. Il pense à la solution. C'est si simple, si évident. Remplir l'espace vide dans le réservoir avec quelque chose qui empêche la formation de vide. Quelque chose d'inerte qui ne brûlera pas. Quelque chose qui se dilate et se contracte avec le niveau de carburant. De la mousse en caoutchouc. Si on tapisse l'intérieur du réservoir avec de la mousse en caoutchouc à cellules ouvertes, elle absorbera le carburant comme une éponge quand le réservoir est plein. Au fur et à mesure que le carburant est consommé en vol, la mousse le libère progressivement. Mais plus important encore, la mousse remplit l'espace vide. Pas d'espace vide signifie pas de vide. Pas de vide signifie pas de déchirure du revêtement auto-obturant. Pas de déchirure signifie pas d'étincelle statique. La mousse ajouterait peut-être 2 kilos à chaque réservoir. Cela n'affecterait pas les performances. Cela ne nécessiterait aucune modification structurelle. On pourrait l'installer en 1 heure. Sweat trouve le premier maître Michael Torres dans le bureau de maintenance. Torres est aviateur naval depuis 15 ans. Il fait confiance à l'instinct de Sweat. « Chef, j'ai besoin de mousse en caoutchouc, environ 170 litres, et j'ai besoin d'accéder au système de carburant d'un L4. » Torres le regarde. « Pourquoi faire ? Je sais pourquoi les réservoirs explosent, et je sais comment le réparer. » Le bureau de l'aéronautique a 50 ingénieurs qui travaillent là-dessus. Ils cherchent au mauvais endroit. Torres réfléchit. Il a déjà vu Sweat résoudre des problèmes. « Montre-moi. » Il travaille toute la nuit dans un coin de la baie du hangar. Sweat explique la théorie du vide. Il montre à Torres les motifs de brûlure des enquêtes sur les accidents. Il démontre avec un seau d'eau et une feuille de caoutchouc comment le vide déchire le revêtement. Torres est convaincu. Il faut tester ça. Il me faut un L4 et je dois faire une simulation d'appontage avec arrêt à pleine puissance. C'est impossible. On ne peut pas prendre un avion sans autorisation. Alors on obtient l'autorisation de qui ? Du chef des opérations aériennes ? Du commandant ? Ils vont nous ridiculiser. Tu es un matelot mécanicien de 2e classe. Tu n'es même pas ingénieur. Sweat sait que Torres a raison. La marine a une hiérarchie rigide. Les idées descendent, pas ne remontent pas. Le mécanicien engagé ne dit pas aux amiraux comment concevoir les systèmes de carburant. Et si on le faisait, juste nous ? Dit doucement Sweat. Faire quoi ? Prendre un L4 ce soir. Installer la mousse. Faire un appontage d'essai. Si ça marche, on a la preuve. Si ça ne marche pas, j'accepte la cour martiale. Torres le regarde fixement. C'est absolument illégal. Tu volerais un aéronef naval. C'est 20 ans à Leavenworth. Peut-être le peloton d'exécution. Combien d'autres pilotes vont mourir pendant qu'on attend la permission ? Torres pense au lieutenant Edwards, aux 73 marins morts sur l'Indépendance,
aux sous-marins japonais qui tournent autour du groupe aéronaval en attendant la nuit. Je trouve la mousse en caoutchouc, dit Torres. Toi, prépare le Hellcat, on teste à l'aube. 13 novembre 1943. Sweat et Torres travaillent frénétiquement dans l'obscurité précédant l'aube. Ils ont choisi le Hellcat numéro 42, un appareil de réserve qui n'est pas programmé pour les opérations du matin. Utilisant de la mousse de matelas provenant des réserves du navire, coupée en bandes et trempée dans un ignifugeant, ils tapissent l'intérieur des 2 réservoirs de carburant. L'installation prend 40 minutes. Ils n'ont pas le temps pour des essais au sol. Ils n'ont pas le temps pour des calculs. Ils ont à peine le temps de refermer les panneaux d'accès avant le début des opérations de vol du matin. Je le piloterai, dit Torres. Non. Mon idée, ma responsabilité. Tu n'es pas pilote. J'ai 30 heures dans le siège du copilote. Je sais comment apponter ce truc. Torres sait que c'est insensé, mais ils n'ont plus le temps. Fais vite, un appontage, ensuite on va voir le commandant. Sweat grimpe dans le cockpit. L'équipe du pont d'envol se prépare pour les opérations du matin. Dans le chaos des mouvements d'avion, un Hellcat de plus roulant vers la catapulte n'attire pas l'attention. Le cœur de Sweat bat la chamade. Il n'a jamais décollé d'un porte-avions auparavant, jamais apponté sur l'un d'eux. Il s'apprête à tenter la manœuvre la plus dangereuse de l'aviation navale, avec une modification non autorisée du système de carburant. L'officier de catapulte lui fait signe d'avancer. Sweat se positionne sur la catapulte. L'équipe de lancement accroche la butée. Sweat exécute la checklist de mémoire. Volet braqué, mélange riche, hélice plein avant, verrière verrouillée. La catapulte se déclenche. L'accélération plaque Sweat contre son siège. 3 secondes plus tard, il est en l'air, s'éloignant de l'Essex à 370 km/h. Pendant 10 minutes, Sweat tourne autour du groupe aéronaval. Il consomme du carburant, ramenant les réservoirs à moitié pleins, le même niveau qui causait les explosions. Ses mains tremblent. Il a commis environ 6 infractions passibles de la cour martiale au cours de la dernière heure. Si cela ne marche pas, sa carrière dans la marine est terminée. Il se place en approche pour l'appontage. L'officier d'appontage le guide. Sweat réduit les gaz, braque les volets, ajuste son angle. Le pont du porte-avions se précipite vers lui. Ses roues s'écrasent. Sa crosse d'appontage attrape le 2e brin. La décélération est violente, de 0 à 165 km/h en 2 secondes. Sweat sent le carburant se projeter vers l'avant dans les réservoirs. Il attend l'explosion. Il ne se passe rien. Il est vivant. Les réservoirs sont intacts. La mousse a fonctionné. Sweat roule vers le parking et coupe le moteur. Alors qu'il descend du cockpit, il voit le commandant David McCampbell, le commandant du groupe aérien, traverser le pont d'envol à grandes enjambées avec 6 officiers derrière lui. Le visage de McCampbell est cramoisi de rage. « Qu'est-ce que vous pensez foutre, bordel ?» La confrontation a lieu là, sur le pont d'envol, avec 200 marins qui regardent. Mon commandant, je peux expliquer. Expliquer? Vous avez volé un aéronef naval. Vous avez effectué une opération de vol non autorisée. Vous avez mis en danger tout ce groupe aéronaval. Torres s'avance. Mon commandant, si vous vouliez bien écouter, je vous fous tous les 2 au trou dans l'heure. La salle s'embrase. D'autres officiers crient. L'équipe de pont a arrêté de travailler pour regarder. Quelqu'un appelle le maître d'armes. Sweat essaie d'expliquer pour la mousse, pour la théorie du vide, mais McCampbell ne veut pas écouter. Puis le capitaine Raoul Waller, le commandant de l'Essex, arrive sur le pont d'envol. « Commandant McCampbell, quelle est la situation ?» McCampbell explique « Vol non autorisé, avion volé, violation d'environ 40 règlements de la marine. » Waller se tourne vers Sweat. « Pourquoi ?» Sweat explique tout. La théorie du vide, les revêtements en caoutchouc déchirés, la solution de la mousse, l'appontage d'essai réussi qu'il vient d'effectuer. Le pont d'envol devient silencieux. Waller regarde le Hellcat. « Vous avez modifié les réservoirs de carburant ?»« Oui, mon capitaine. »« Sans autorisation ?»« Oui, mon capitaine. »« Et vous venez d'effectuer un appontage avec arrêt à pleine puissance avec des réservoirs à moitié pleins ?»« Oui, mon capitaine. » Waller s'approche du Hellcat.
Il examine les panneaux d'accès au réservoir. Il appelle l'officier mécanicien du navire. Ils inspectent l'installation de mousse. 5 minutes plus tard, Waller se retourne vers Sweat. Matelot mécanicien Sweat. Soit vous allez en prison, soit vous allez sauver cette flotte. Nous allons découvrir lequel. Commandant McCampbell, annulez toutes les opérations de vol. Passez-moi le bureau de l'aéronautique à la radio et préparez-moi 10 autres Hellcats pour modification. Le bureau de l'aéronautique répond en quelques heures. Le message du capitaine Raoul Waller, un mécanicien engagé a peut-être résolu le problème des explosions de réservoirs, atteint l'amiral John McCain, commandant de la Task Force 38. McCain ordonne des tests immédiats. 14 novembre 1943. L'USS Essex mène des expériences contrôlées. 6 Hellcats sont modifiés avec des réservoirs tapissés de mousse. 6 appareils témoins conservent les réservoirs standards. Chaque avion effectue 10 appontages avec arrêt à divers niveaux de carburant, diverses vitesses d'approche, divers états de la mer. Les pilotes d'essai repoussent les limites, appontages brutaux, accrochage décentré, décélération maximale. Les résultats sont concluants. 0 explosion dans les avions avec mousse, 2 explosions dans le groupe témoin. Mais l'état-major de la marine reste sceptique. Le contre-amiral Frederick Sherman, chef du développement de l'aviation embarquée, se rend personnellement sur l'Essex pour interroger Sweat. Vous me dites que 50 ingénieurs du MIT ont raté quelque chose qu'un garçon de ferme de l'Indiana a compris? Je ne suis pas ingénieur, amiral. C'est peut-être pour ça que je l'ai vu. Je ne regardais pas des équations. Je regardais des épaves. Sherman examine les données des tests. Il interroge les pilotes d'essai. Il inspecte l'installation de mousse. Enfin, il pose la question qui compte. Quel est l'impact opérationnel? Poids? Performance? Maintenance? Sweat a les réponses prêtes. 2 kilos par réservoir, négligeable. Aucune dégradation des performances lors des essais en vol. Temps d'installation, 45 minutes par appareil. Coût, $8 en matériaux. Sherman prend sa décision. Nous mettons cela en œuvre dans toute la flotte. Chaque Hellcat dans le Pacifique reçoit la modification dans les 2 semaines. Mais il y a un problème. La marine n'a pas assez de mousse en caoutchouc. Le matériau est rare. La majeure partie est utilisée pour les gilets de sauvetage et les équipements de flottaison. Sherman réquisitionne chaque kilo de mousse approprié dans le théâtre Pacifique. Ce n'est pas assez. Puis quelqu'un suggère les matelas. Chaque navire a des centaines de matelas. La mousse à l'intérieur, si elle est traitée avec un ignifugent, pourrait fonctionner. En 72 heures, des marins de toute la flotte du Pacifique découpent des matelas. Ils dorment sur des ressorts nus pendant que la mousse de leurs matelas sauve la vie des pilotes. Personne ne se plaint. Tout le monde connaît quelqu'un qui est mort dans une explosion de réservoir. Le programme de modification devient la mise à niveau la plus rapide de l'histoire navale. Le 30 novembre 1943, plus de 800 Hellcats ont des réservoirs tapissés de mousse. L'amiral Meacher lève l'interdiction des opérations de nuit. 4 décembre 1943, le premier test au combat. La Task Force 38 opère près des îles Gilbert. Les services de renseignement japonais ont localisé le groupe aéronaval. À 20h30, le radar détecte des avions entrants. 12 bombardiers torpilleurs Mitsubishi G-4M Betty approchant par le nord-ouest. 4 Hellcats modifiés avec de la mousse décollent pour une interception de nuit. Les pilotes, le lieutenant-commandeur Edward O'Hare, le lieutenant Alex Vraciu, l'enseigne Warren Scone et l'enseigne John Ballantyne. O'Hare mène la formation dans un ciel noir comme de l'encre. Il vole sans feu, guidé seulement par des vecteurs radars de l'Essex. Les bombardiers japonais approchent au ras des vagues, essayant d'éviter la détection radar. À 24h47, O'Hare repère le premier Betty, une forme sombre sur une eau plus sombre. Il pique, ouvre le feu à 270 mètres. Ses traceurs balayent le fuselage du bombardier. Le Betty explose, fait un soleil dans l'océan. Vraciu descend le 2e bombardier. Scone descend le 3e. Le ciel nocturne s'embrase de traceurs et d'explosions. La formation japonaise se disloque, mais le Hellcat d'O'Hare est endommagé. Un mitrailleur de queue sur un Betty touche son aile gauche et son réservoir de carburant.
Du carburant s'écoule du réservoir percé. Le revêtement auto-obturant fait son travail. La fuite ralentit puis s'arrête. Mais O'Hare a perdu 190 litres. Il est à court de carburant. Il rentre vers l'Essex. Le porte-avions tangue dans une mer forte. O'Hare effectue son approche, luttant contre les vents traversiers et le manque de carburant. Ses roues s'écrasent. Sa crosse d'appontage attrape le brin. La violente décélération envoie une onde de choc à travers ses réservoirs à moitié vides. Avant la modification de Sweat, O'Hare serait mort instantanément. Ses réservoirs auraient explosé, tout comme le lieutenant Anderson, tout comme le lieutenant Edwards. Au lieu de cela, O'Hare s'éloigne sans une égratignure. La mousse a absorbé le choc. Pas de vide formé, pas de caoutchouc déchiré, pas d'étincelles enflammées. Les résultats au combat parlent d'eux-mêmes. En décembre 1943, les groupes aéronavals équipés de chasseurs de nuit abattent 47 avions japonais sans aucune perte due à des explosions de réservoirs. En janvier 1944, ce chiffre passe à 63 avions japonais détruits. Les Japonais remarquent le changement. Des documents capturés révèlent leur confusion. Leurs rapports de renseignement décrivent les chasseurs de nuit américains comme invulnérables aux dommages de combat et capables d'opérations soutenues sans défaillance mécanique. Les pilotes japonais commencent à éviter complètement les attaques de nuit contre les groupes aéronavals. L'impact stratégique est énorme. Sans la menace des attaques de torpilles de nuit, les groupes aéronavals américains peuvent opérer plus agressivement. Ils peuvent s'approcher à portée de frappe des îles tenues par les Japonais. Ils peuvent maintenir leur position pendant des opérations de plusieurs jours sans se retirer vers des eaux sûres après le coucher du soleil. Les ratios de victoire racontent l'histoire. Avant les réservoirs tapissés de mousse, 19 contre 1 en faveur des pilotes américains pendant les opérations de jour, mais opérations de nuit suspendues en raison du risque d'explosion. Après les réservoirs tapissés de mousse, 23 contre 1 pendant les opérations de jour, 31 contre 1 pendant les opérations de nuit. Les pertes japonaises grimpent en flèche, les pertes américaines chutent. En février 1944, la modification est standard sur tous les avions embarqués de la marine, pas seulement les Hellcats, mais aussi les Corsair, les Avengers et les Helldivers. La technique du tapissage de mousse est adaptée pour les réservoirs des bombardiers, puis pour les avions de transport. Un rapport des services de renseignement de la Luftwaffe allemande, capturé après la guerre, décrit l'innovation américaine. L'ennemi a développé un système de réservoir de carburant qui rend ses avions presque immunisés contre l'explosion lors des opérations sur porte-avions. Nos propres tentatives pour reproduire ce système ont échoué. La supériorité technique américaine en matière de mesures de sécurité aéronautique représente un désavantage stratégique significatif pour nos forces. En mars 1944, le lieutenant Alex Vrasiu, l'un des pilotes de cette première mission de combat de nuit, retrouve Sweat dans la baie de maintenance de l'Essex. Vrasiu vient de devenir un as avec 19 victoires confirmées. « J'ai entendu dire que vous étiez le type qui a réparé les réservoirs », dit Vrasiu. Sweat acquiesce. « J'ai été touché la semaine dernière, réservoir de carburant atteint. Je suis rentré au porte-avions à sec. Je me suis posé durement sur le pont. Je m'en suis sorti sans une égratignure. » Vrasiu tend la main. « Grâce à vous, je suis vivant. Grâce à vous, beaucoup de gars sont vivants. » Sweat lui serre la main. Il ne sait pas quoi dire. « Combien de pilotes pensez-vous avoir sauvés ?» demande Vrasiu. Sweat n'a jamais calculé. Il essayait juste de résoudre un problème. L'histoire de James Sweat nous rappelle que l'innovation vient souvent d'endroits inattendus, de gens qui voient les problèmes différemment parce qu'ils ne sont pas contraints par la pensée conventionnelle. Entre novembre 1943 et août 1945, les réservoirs de carburant tapissés de mousse ont empêché environ 394 explosions de réservoirs dans les avions embarqués. Cela représente 394 pilotes qui sont rentrés vivants chez eux, 394 familles qui n'ont pas été informées de la mort de leur fils, 394 hommes qui ont continué à voler, à abattre plus d'avions ennemis, à soutenir plus d'opérations au sol.
La marine a produit 12 275 F-6F L4 pendant la Seconde Guerre mondiale. Chaque appareil construit après décembre 1943 avait des réservoirs tapissés de mousse basés sur la conception de Sweat. La modification a également été mise en œuvre sur 10 000 F-4U Corsair, 9 839 T-BF Avenger et 7 040 SB-2C Helldiver. Total des avions protégés, 39 000. Mais James Sweat n'a jamais reçu de reconnaissance publique pendant la guerre. La marine a classé la technique du tapissage de mousse comme confidentielle, craignant que si les Japonais comprenaient le système, ils ne puissent développer des contre-mesures. Le nom de Sweat n'apparaît nulle part dans les histoires officielles publiées avant 1990. Il fut promu premier maître en janvier 1944. Il servit sur l'Essex jusqu'à la fin de la guerre, entretenant des avions, formant de nouveaux mécaniciens et mettant discrètement en œuvre des améliorations qui sauvèrent des vies. Quand d'autres marins l'interrogeaient sur son rôle dans la solution des réservoirs, il détournait le crédit. « Beaucoup de gens ont compris, disait-il, j'ai juste eu de la chance. » Après la guerre, Sweat retourna à terre haute. Il ouvrit un petit atelier de réparation automobile. Il épousa sa fiancée du lycée, Mary Catherine Sullivan. Ils élevèrent 4 enfants. Il ne parla jamais de son service dans la marine. Ses enfants ne surent rien de son rôle dans le sauvetage de centaines de pilotes jusqu'à ce qu'un historien de la marine ne le retrouve en 1991. Le principe des réservoirs tapissés de mousse que Sweat a mis au point est encore utilisé aujourd'hui. Les avions modernes, militaires et civils, utilisent des cloisons en mousse dans les réservoirs pour empêcher les explosions lors des crashs. L'administration fédérale de l'aviation impose des systèmes de suppression d'explosion à base de mousse dans les réservoirs de carburant des avions commerciaux. Les voitures de Formule 1 utilisent une technologie similaire. Chaque fois que vous montez à bord d'un avion de ligne, vous êtes protégé par un système de sécurité dont la lignée remonte à un mécanicien de 24 ans qui a refusé d'accepter que des hommes de valeur devaient mourir. En 1993, la marine décerna à Sweat la Legion of Merit, avec 48 ans de retard. La citation se lit comme suit. Pour conduite exceptionnellement méritoire dans l'accomplissement de services et de réalisations remarquables, dont l'innovation en matière de sécurité des systèmes de carburant a directement entraîné la préservation de centaines de vies et contribué de manière significative au succès des opérations de l'aviation navale dans le théâtre Pacifique. Sweat assista à la cérémonie au Pentagone. Il avait 74 ans. Quand les journalistes lui demandèrent ce que cela faisait de recevoir enfin une reconnaissance, il dit « Je faisais simplement mon travail. Les vrais héros sont les pilotes qui ont volé ces missions. J'ai juste fait en sorte qu'ils puissent rentrer chez eux. » James Sweat est décédé en 2009 à l'âge de 90 ans. Sa nécrologie dans le Terre Haute Tribune Star mentionnait son service dans la marine au dernier paragraphe. La plupart des lecteurs n'avaient aucune idée que le mécanicien silencieux qui avait réparé leur voiture pendant 50 ans avait sauvé des centaines de vies. La leçon de l'histoire de James Sweat ne concerne pas le génie, les diplômes ou l'éducation formelle. Il s'agit de voir clairement les problèmes, d'avoir le courage d'agir et de comprendre que parfois les innovations les plus importantes viennent de gens qui ne sont pas censés avoir les réponses, mais qui refusent d'accepter que les réponses n'existent pas. Parfois, la personne qui change tout est celle à laquelle personne ne s'attendait. Parfois, la solution est simple. Et parfois, enfreindre les règles est le seul moyen de sauver des vies.